Alors, mon prochain invité, c'est le député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Monsieur Généreux. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va bien. Et en entrant dans le studio, je lui ai dit, « Mon Dieu, vous êtes tombé sérieux ce matin. » Est-ce que ça arrive que vous êtes fatigué? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ouais. Je l'étais en fin de semaine en revenant dimanche de notre conseil national qu'on a eu à Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Ça a été un gros week-end, mais ça a été aussi une grosse semaine la semaine dernière où je suis allé, parce qu'on est, tout l'ensemble des députés conservateurs, on se déploie actuellement à travers le Canada pour aller à la rencontre des gens. Et on planifie, puis lors de ces rencontres-là, on planifie une tournée officielle qu'on va faire dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, mais aussi Rimouski, Matane. Donc, je vais faire avec Alain Reyes, notre lieutenant du Québec, à la fin juin. On va en parler d'ailleurs, mais Bernard, ça m'amène à vous poser la question. Vous avez un de vos collègues qui est décédé récemment. Oui. Il venait tout juste de jouer au hockey. Oui. Il est décédé dans son bureau au Parlement. Ça veut dire que des fois, me permettez-vous de prendre peut-être l'expression que c'est un peu une vie de fou d'être député fédéral parce que si d'abord, c'est aller à Ottawa. Oui, c'est ça. C'est de la route, oui. Mais le grand comté, parce que vous avez un immense comté, et ça, c'est sans compter tous les voyages que vous faites c'est ça. dans le cadre de vos fonctions. Mais ça fait partie de la vie. C'est quand même exigeant. C'est très exigeant physiquement parce que, puis moralement aussi, en tout cas intellectuellement, on travaille tout le temps, on n'arrête jamais. Là, la souris, le hamster, il n'arrête jamais. Ça dépense d'énergie, ça aussi, on s'en rend pas compte. Mais je reviens à Gord Brown, mon collègue de Gananoque, Thousand Island, est décédé effectivement dans son bureau après être allé jouer au hockey le matin à 6 heures, juste avant notre caucus. Et je peux vous dire, cette journée-là a été une journée extrêmement triste, puis ça m'est rentré dans le corps. J'en ai encore des trémolos dans la gorge quand j'y pense. Puis, le plus drôle là-dedans, c'est que le 23 avril, c'était mon anniversaire, et puis j'ai réalisé à cette journée-là que j'étais le plus vieux du caucus du Québec chez les conservateurs. Vous avez quel âge? Je viens d'avoir 56 ans. Okay. Bien, exactement. En fait, Gord avait 57 ans. Donc, et puis j'ai réalisé en étant que... Écoute, moi, dans ma tête, j'ai 25 ans. Là, j'ai 30 ans. J'ai l'impression d'être en pleine santé, en pleine forme. J'aime ce que je fais, je suis heureux, puis etc. Puis je pense que ça paraît dans ma façon d'être. Et puis là, ça m'est rentré comme un coup de tonnerre. J'ai comme frappé un mur. Puis là, 2 semaines après, Gord décède. Cette journée-là a été... Je suis parti, je suis allé me coucher, je suis allé à la maison, je suis allé me coucher. J'ai vraiment pris ça dur parce que, premièrement, il est juste en avant de moi dans la Chambre des communes, en plus. Donc, on se faisait des blagues régulièrement. Donc, c'est pas quelqu'un... J'étais nécessairement très près de lui parce qu'évidemment, on côtoie beaucoup de monde là, à Ottawa, mais il en demeure pas moins que c'est une personne qui était attachante puis qu'il avait été le whip de notre parti lorsqu'on est revenu en Chambre en 2015. Donc, puis je le connaissais depuis 2009, en tout cas. Tout ça pour mais dire ça fait réaliser que... en fait, la vie ne tient qu'un fil, ça, c'est clair et net, là. Puis, évidemment, il faut y penser. Moi, j'essaie de me tenir en forme autant que faire se peut, là, mais évidemment... ma priorité, moi, c'est les citoyens vont compter. Oui, j'en fais un peu, J'en fais probablement pas autant que je voudrais, mais parce qu'on est beaucoup assis, puis beaucoup assis dans mon auto aussi, parce que je sais pas combien de kilomètres j'ai fait depuis 2015, là, mais ça doit approcher 200 000 kilomètres. Là. Ça fait que, tu sais, on fait énormément de trajets. Puis la semaine dernière, on est allé à Matane, Amqui, Montjoli. Et on est revenu, je suis reparti de je suis arrêté à la une demi-heure, on est reparti pour Saint-Hyacinthe. Ça fait beaucoup de kilométrage. Mais je dis pas ça pour me plaindre, ça fait partie de la vie d'un député. On réalise puis je suis très... c'est pas à côté de la porte. Non, absolument pas. Moi, ça me prend 5 heures, là, c'est 600 km. Je roule toujours à 120, donc je respecte les limites de vitesse. Le 120, c'est toléré, donc autant ici qu'en Ontario. Mais en tout cas, je pourrais vous conter des anecdotes là-dessus, mais quand même, mais ça me prend 5 heures. Mes collègues, ils partent de Québec, ça leur prend 5 heures aussi. OK. On le dira pas à personne. Okay. On le dira pas à personne. Donc, les principales résolutions de l'Association conservatrice de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, justement, parce qu'il y avait cette réunion de l'association à Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Absolument. Alors, parlez-nous un peu. On en a parlé aux nouvelles tout à l'heure, mais parlez-nous un peu de ce qui s'est passé. On avait proposé une douzaine de résolutions. Il y a eu 75 résolutions. C'est dans le cadre de quoi? En fait, c'est un conseil national qu'on a fait. Donc, puis c'était la première fois qu'on faisait ça pour les conservateurs au Québec, fédéraux, évidemment.
depuis l'ère Mulroney. Là. Ça faisait des années que ça ne s'était pas produit. Puis mes collègues Alain Reyes, Luc Berthold ont pris le taureau par les cornes. On dit il faut absolument qu'on fasse un événement. On va marquer le pas. Et puis, bon, l'arrivée de Michel Gauthier, du maire de Trois-Rivières, il y a des éléments qui sont venus s'ajouter à ça, qui étaient un peu... Moi, on l'a appris sur place, là, qui était là. On ne savait pas. Là. Donc, il y avait des surprises très étonnantes, très intéressantes d'ailleurs. Et ça a fait en sorte que ça a été un congrès qui a été très couru, très vu. On était plus de 400 personnes. Donc, le dimanche, la fête des mères, il faut le faire là, pour être tout le monde réuni à Saint-Hyacinthe. Et on avait l'occasion, chacune des associations avait l'occasion d'apporter des résolutions. Puis nous, sur les 75, on avait une douzaine, nous autres, dans le comté ici. On avait travaillé très fort au niveau de l'association pour arriver avec des éléments, par exemple. Je vais vous donner des exemples. Le contenu canadien dans les contrats comme Bombardier, par exemple. Donc, on voulait faire modifier le contenu des appels d'offres internationaux, l'arrivée des l'immigration aussi. L'immigration, l'arrivée des travailleurs étrangers pour... Il y a un cap de 10 pour les entreprises, particulièrement en transformation agroalimentaire, dans le comté Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre, où ils ne peuvent pas engager plus que 10 de travailleurs étrangers. Donc, on veut remonter ça comme c'était avant, autour de 20 Donc, ça, c'est une autre résolution. Le 52 semaines pour les personnes atteintes de maladies graves. Donc, c'est à 15 semaines actuellement. On veut le monter à 52. Donc, tout ça, évidemment, on n'a pas passé à travers les 75. On a passé à peu près 35 résolutions. Quelle belle fin de semaine. De celle-là. Ah oui, mais ça quand même... Ça roulait rondement. Il n'y avait pas de niaisage, là, mais ça l'a... Puis les résolutions sur lesquelles on n'a pas eu le temps de s'attarder vont au comité des politiques du parti, puis vont faire inévitablement partie du congrès national qui va y avoir à Halifax à la fin août. Donc, on va se rendre là-bas pour aller durant toute une fin de semaine débattre de différents enjeux. Bon, puis je dirais que la principale, là, c'est d'amener le Québec d'avoir un rapport d'impôt unique. Puis ça, c'est une demande de Québec depuis des années et des années. On a une ouverture actuellement très grande. On part à partir d'une feuille blanche, essentiellement. C'est pour ça qu'on fait la tournée à travers le Québec à l'écoute des Québécois. J'entends parler de ça, moi aussi. À l'écoute des Québécois. Oui, ben, nous, on va le faire. C'est sûr qu'on va le faire. Oui, absolument. D'ailleurs, le Québec est prêt pour ça aussi, puis on est rendu là. Puis d'ailleurs, c'est dans toutes les autres provinces canadiennes, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a juste un rapport d'impôt. Il y a juste ici qu'il y a deux rapports d'impôt. Donc, il y a beaucoup de choses dont on on s'est dit distinct. On a parlé de culture, on a parlé d'immigration, on a parlé de toutes sortes d'enjeux qui touchent le Québec. Puis là, la différence entre nous et les libéraux fédéraux actuellement, les libéraux fédéraux veulent nous rentrer dans la gorge la centralisation qu'ils sont en train de faire. Puis le meilleur exemple de ça, c'est le cannabis, où ils veulent pas que Québec ait sa propre loi dans laquelle on dit qu'on veut pas avoir de plan à la maison, puis eux autres, ils disent non, vous allez avoir des plans à la maison. On s'en va directement dans un mur avec ça. On va se ramasser en cours. C'est une crise constitutionnelle potentielle en avant de nous autres pour 4 plans de potes. C'est ça la réalité. OK. Il y a d'autres sujets. Parlons-en. Les immigrants illégaux. Oui. C'est quoi votre point de vue là-dessus? C'est quoi votre position? En fait, justement, c'est pour ça que j'ai mon téléphone dans mes mains. On a une des résolutions qu'on a adoptées en fin de semaine, c'est de renégocier l'entente des pays tiers sûrs avec les États-Unis afin d'éliminer les lacunes relatives à l'entrée des illégaux au Canada. Ce qu'on veut, c'est que la frontière canadienne, dans son ensemble, devienne le point d'entrée. Là, actuellement, il y a des points d'entrée qui sont désignés. C'est pas toute la frontière qui est reconnue comme un point d'entrée. D'ailleurs, à Rocks Fall, Roxton, je me souviens plus le nom exactement de la Rocks Road, près de la colle, les gens rentrent tous à la même place. C'est pas un point d'entrée, ça, là. C'est un point illégal. Puis il y a une pancarte, c'est marqué, c'est illégal de rentrer ça. Et là, les libéraux, ils appellent des immigrants, comment ils appellent ça? En tout cas, j'oublie la terminologie qu'ils leur donnent. Ils veulent juste pas les appeler des illégaux, mais ils sont illégaux, là. C'est ça, la réalité. Il y a un point d'entrée à quelques kilomètres de là, mais ils passeront pas par là parce qu'ils rentreront jamais au Canada. Bon, moi, ça me demande... Je vais te poser la question. Ces immigrants illégaux-là, on peut comprendre qu'ils sont illégaux, mais... Il n'y a pas de bonne main-d'œuvre qu'on pourrait... Non, attends un peu, là. Il faut faire attention. Il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est que de façon légale, il y a des immigrants qui rentrent à coups de milliers, de dizaines de milliers au Canada chaque année, de façon légale. Ces gens-là, ils prennent tous les processus. Ça peut prendre 4-5 ans parce qu'ils ont trouvé la faille dans le système. Puis la faille dans le système, c'est que l'entente qu'on a avec les États-Unis, c'est que les gens arrivent avec... Actuellement, on a eu des Haïtiens l'année passée. Là, c'est des Nigériens.
Et en comité l'autre jour, j'ai demandé au ministre, c'est quel pays vous allez aller visiter dans 6 mois pour aller leur dire de ne pas venir chez nous, là? Parce que dans 6 mois, ça va être un autre pays à laquelle, là, c'est les Nigériens. Ils prennent un visa, parce qu'au visa, le visa, il n'émet pas des visas de visite là, pour de vacances. On le voit, on le vit à nos bureaux, là, des gens viennent nous voir parce qu'ils veulent avoir un visa pour leur conjoint, puis le Canada dit non parce qu'ils n'ont pas la preuve qu'ils ont l'argent pour venir, qu'ils ont des attaches là-bas pour retourner. Les Nigériens, ils prennent un visa pour venir aux États-Unis, ils disent qu'ils vont à Walt Disney, mais ils s'en viennent ici. Ils arrivent à New York, puis ils débarquent à New York à l'aéroport, prennent l'avion, prennent l'autobus, ça coûte 75$, puis ils prennent un taxi, puis ils s'en viennent à nos frontières, puis ils rentrent illégalement. Bon, c'est quoi la solution? Ces gens-là ne sont pas des gens qui sont des immigrants qui viennent d'un camp de réfugiés, là. C'est des gens qui sont capables de se payer un billet d'avion pour s'en venir au Canada pour aux États-Unis, là. Donc, c'est pas des immigrants au sens... C'est pas des réfugiés au sens neutre de la loi. Il faut faire la distinction entre les deux. Puis le pire là-dedans, 90% des gens, Michel, qui rentrent au Canada de façon illégale comme ça, ils retournent dans le Canada. Le pays, c'est pas des immigrants. Mais durant ce temps-là, les 3, 4, 5 ans qui sont ici, ils vont faire des enfants, ils vont s'établir, ils vont se trouver des jobs. Puis quand on a le temps des sacrés dehors, ils vont aller dans le sous-sol d'église, puis ils ne voudront pas partir, là. Tu comprends? Il faut faire la distinction. Puis là, tu me dis, on a besoin pour aller travailler, mais on va prendre les immigrants qui sont rentrés légalement pour venir les amener dans nos comtés. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bon. Je vais essayer de poser une question, là, mais c'est parce que pour nous autres, un peu, on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Pourquoi ces gens-là rentrent illégalement alors qu'ils pourraient le faire légalement? Ils ne rentreraient pas légalement. C'est pour ça qu'ils le font illégalement. C'est pas des vrais immigrants. Pourquoi vous dites qu'on rentre c'est pas des vrais, c'est pas des vrais réfugiés. Ils rentrent des gens régulièrement. On a eu des Syriens qui sont rentrés. Le Canada a fait des efforts importants. Ça, c'est correct. Mais ils rentrent de façon journalière. Ils rentrent des gens de façon légale, qui sont des véritables immigrants, des véritables réfugiés. Des réfugiés dans les camps de guerre, des réfugiés dans les pays où il y a la guerre, dans les pays où il y a la famine. Puis ces gens-là sont amenés de différentes façons au Canada. Ils rentrent ici légalement après avoir fait le processus qui, des fois, peut durer 3-4 ans avant d'être capable de rentrer au Canada. On ne rentre pas au Canada juste de même, là. Non, c'est pas le même que ça fonctionne. C'est pas l'image qu'on a actuellement. Mais eux, c'est ça qu'ils font actuellement. Évidemment, c'est pas une question de compassion, c'est une question d'avoir de respecter les ententes qu'on a internationalement, de s'assurer que ces gens-là rentrent de façon légale au Canada. Mais Bernard, on a un problème de main-d'œuvre. Ici, c'est criant. On ne réglera pas les problèmes de main-d'œuvre en ayant des gens qu'on va faire rentrer illégalement. Puis après ça, dans 4 ans, on va sacrer dehors après avoir formé. On va reprendre les gens qui sont au Canada, qui sont au Québec, qui sont partout sur le territoire, qui sont capables de venir travailler dans les régions. Oui, mais c'est quoi votre position là-dessus? Comment on peut faire pour amener du monde? Écoute, on travaille là-dessus. Il y a des restaurants qui ferment la nuit et le soir parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. On est tous conscients de ça. C'est pas juste dans la région ici, c'est partout au Canada. Non, je le sais. C'est partout au Canada. C'est quoi votre position là-dessus? Notre position, c'est de rentrer le plus grand nombre d'immigrants possible légalement, de faire en sorte qu'on puisse émettre des permis de travail plus rapidement. La machine administrative, c'est incroyable à l'immigration, comment c'est compliqué, comment c'est complexe. On appelle ça du red tape en anglais. Là. C'est tapé là, avec du duct tape là, avec autour d'un poteau. Il faut qu'on réduise la paperasse administrative pour être capable d'émettre des permis pour les gens. Il y a des gens qui travaillent, qui sont capables de travailler demain matin ici dans le comté, qui sont à Montréal. On s'est ostiné d'ailleurs à notre congrès avec quelqu'un qui était là, qui venait de la Chine. Il dit les gens de la Chine, puis la personne, c'est un noir, c'est un immigré de toute évidence, il est conservateur, puis il dit on devrait pas faire rentrer d'autres mondes. On a déjà du monde sur place. Ben, je suis allé prendre le micro, j'ai dit, ben, s'il y a du monde sur place, là, ben, Montmagny, Lillec, Kamouraska-Vieux-du-Loup, c'est des gens légaux, là, des gens qui sont ici légalement puis qui cherchent un job. Ben, j'ai dit, nous en donnons chez nous, là, quand on reste à Montréal à rien faire. On est capable, mais le problème, c'est que il faut trouver des incitatifs pour amener ces gens-là de Montréal vers nos régions. Là, ils restent à Montréal. Pourquoi ils restent à Montréal? Parce qu'ils sont dans des communautés qui leur ressemblent. Donc, il faut essayer de créer, nous autres, localement, des communautés où il va y avoir plus qu'un individu qui vient du même endroit dans le monde parce qu'ils se sentiront pas seuls dans une marée. Bien, écoute, le Montmagny, Lillec, comme on dit ça, Rivière-du-Loup, est probablement le comté le plus blanc, le plus catholique, puis le plus francophone au Canada. Les immigrants, on s'entend-tu ici, là, il n'y en a pas de tonnes. Là. Alors, quand les gens les voient, les perçoivent, c'est pas comme en ville parce qu'ils se fondent dans le groupe. Là. En quelques secondes, ça serait quoi le plan de match si vous étiez au pouvoir? Le plan de match, c'est améliorer la facilité pour les gens qui sont légaux au Canada d'avoir des permis de travail. Savez-vous que pour recevoir un permis de travail, ça peut prendre 3 ans pour un immigrant?
3 ans. Durant ce temps-là, c'est qui le supporte, vous comprenez? C'est toi puis moi qui le supporte. Ces gens-là sont pas en mesure de travailler, ils n'ont pas de permis de travail. Les gens avec les entreprises et les employés qui viennent nous voir ici, ils veulent travailler, les entreprises veulent les avoir, il n'y a pas de permis de travail. Nous autres, on a une ligne directe au niveau de nos bureaux pour essayer d'être capable de faire émettre ces permis de travail-là. On pousse. Ça prend une éternité. Il faut qu'on réduise la paperasse par rapport à ça. On va s'arrêter, on va y cesser pour prendre son souffle un peu. Là. Monsieur le député, on a parlé beaucoup d'immigration et je vois que c'est un sujet d'actualité qui vous... Très chaud, puis oui, on s'en occupe. L'impact de la taxe sur le carbone pour les familles. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Écoutez, la taxe sur le carbone, au Québec, il faut comprendre que, premièrement, c'est une taxe sur le carbone qui est définie par le fédéral. Et il y a des ententes avec les provinces. Chacune des provinces ne fonctionne pas de la même façon. Au Québec, on sait qu'on a un carbon trade qu'on appelle la taxe sur... C'est pas une taxe sur le carbone comme un mécanisme qui fait que le carbone est taxé d'une façon ou d'une autre. Ce que ça a comme impact actuellement, particulièrement dans des provinces de l'Ouest canadienne, le litre d'essence était rendu à 1,61 hier, c'était hier encore, à Vancouver. Alors, c'est une question de temps avant que ça s'en vienne ici. Ce que ça fait comme la réalité que ça donne, c'est que ces taxes-là, nous, on dit qu'on n'a pas besoin d'avoir une taxe sur le carbone. Ça ne fonctionne pas de toute façon. Donc, on va éliminer ça si on prend le pouvoir. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'on peut faire parce que durant le temps qu'on était au pouvoir, on nous a dit qu'on était des cancres en environnement pendant je ne sais pas combien d'années. Les libéraux sont arrivés au pouvoir, sont arrivés à Paris, puis ont pris les mêmes cibles environnementales qu'on avait. Ils ne sont même pas capables de les respecter au moment où on se parle, malgré les taxes sur le carbone qu'ils viennent de mettre en place. Donc, il y a des façons différentes de faire les choses sans être obligé de taxer les gens. C'est toujours une réponse immédiate de la part des libéraux d'arriver avec des nouvelles taxes. D'ailleurs, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont augmenté. Ils ont donné de l'argent aux Canadiens, là, avec un beau chèque aux familles. Mais la réalité, c'est qu'ils ont aussi ils ont mis les taxes sur toutes sortes d'éléments là, à date, là, sur l'emploi, sur différentes choses qui font en sorte qu'au net, les gens payent plus de taxes que quand ils sont arrivés. Alors, ils ont moins d'argent dans leur poche. C'est ça, la réalité. Donc, nous, on est contre la taxe sur le carbone. Le déficit. Hein? Ben, en plus. Mais imaginez-vous, là, on est en pleine croissance économique, c'est le plein emploi partout, puis ils vont faire des déficits de 20-25 milliards par année. C'est complètement ridicule. Quand ça va aller mal, parce qu'inévitablement, un jour, l'économie, ça fait ça comme ça. Là. Les cycles économiques, il n'y a personne qui invente ça. Là. C'est inévitablement, on va repogner le fond du baril. Là, on est dans le haut. On devrait être en surplus budgétaire à Ottawa. On est en déficit. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. On va régler ça, mais quand on va arriver en place, tu vas être sûr de ça. Allez-vous y arriver? On va y arriver. 2019, ça s'en vient. Avec Andrew Rocher? Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur. Parce que là, il fait un appel aux Québécois. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'on... Parce que ça lui prend le Québec qui a besoin de Québec. C'est inévitable. Il le sait très bien. D'ailleurs, il le dit à Saint-Hyacinthe en fin de semaine. Ça nous prend le Québec, ça nous prend un Québec fort à l'intérieur du Canada. Et c'est pour cette raison que des gars comme Michel Gauthier, qui ont été chefs du Bloc québécois, sont rendus maintenant avec nous autres. Je ne peux pas passer sous silence. Il faut que je vous en parle quelques minutes. On a quand même un peu de temps. Oui. Michel Gauthier. C'est une surprise? C'est une surprise, c'est surtout une grosse prise. Puis quand on lit tout ce qui s'est écrit, puis tout ce qu'il a dit depuis 2 jours, là, quand on prend le temps de voir... Écoutez, ce qu'il dit essentiellement, c'est que la souveraineté, même le PQ veut la repousser le plus loin possible en avant parce que c'est devenu une arme contre eux. Alors les jeunes aujourd'hui, là, les jeunes de ma génération, les jeunes de mes enfants, là, la souveraineté, ça leur dit absolument rien, comprenez-vous ça? Là? On n'est pas dans une ère comme des années 70. Là. En 2018, les jeunes, ils veulent rien savoir de ça. Il y a à peu près 30 de gens qui se disent encore souverainistes. Ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer d'inviter puis d'ouvrir la porte à tous ces nationalistes. C'est pas nécessairement des séparatistes et nationalistes, c'est des gens qui... On a reconnu, nous, les conservateurs de la nation québécoise, on est prêt à rajouter plein d'affaires qui vont venir que les Québécois vont se sentir à l'aise à l'intérieur d'un Canada uni. C'est ça qu'on veut faire. D'ailleurs, prêt à recommencer ou à renégocier, pas une histoire comme le lac Meach. Puis, non, on ira pas. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est pas nécessaire. C'est comme au fédéral, il y a des règlements puis il y a des lois. On peut faire des règlements puis on peut changer les lois. C'est plus simple de changer des règlements puis de mettre tout le monde à l'aise au lieu de retourner dans des dédales constitutionnels pour changer changer la Constitution. On n'a pas besoin de ça. De toute façon, on vit très bien sans être officiellement dans la Constitution depuis 82. Donc, si on revient à Michel Gauthier? Oui. Ben, Michel Gauthier, c'est vraiment une personne qui a fait une analyse depuis 11 ans maintenant, qui n'était pas du tout dans aucun parti politique, et il regarde de façon très factuelle l'ensemble des faits actuellement. Et lui aussi, il dit ça n'a pas aucun bon sens de se lancer dans une guerre inconstitutionnelle avec Québec à la Cour suprême pour décider si on peut avoir 4 plans de
de pot au Québec ou non. Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est les libéraux, ça. C'est les centralisateurs de libéraux qui veulent nous amener encore dans des batailles constitutionnelles. Nous, on fait complètement l'inverse. On est à bras ouverts comme ça pour inviter les gens, par exemple, du Bloc québécois qui ne savent plus, savent plus où se retrouver. C'était ma prochaine question. Ils ne savent plus quel sens jouer. Est-ce que le fait que Michel Gauthier arrive, est-ce que ça peut inciter les Louis Plamondon et autres à revenir? Parce que Louis Plamondon est un absolument. Louis est plus vers la fin de sa carrière que le début, on s'entend. D'ailleurs, il est le doyen de la Chambre des communes, mais il en demeure pour moins que... Vous êtes content de nous entendre le matin, mais je vais l'appeler, vous l'avez bien connu, mon docteur était à Sorel. Oui. Alors, c'est un bon ami, on se parle, on se croise régulièrement. On fait bien des farces, mais on fait des farces aussi, des farces qui... Quand on fait des farces, souvent, il y a un peu de vérité à travers de ça. On parle régulièrement à nos collègues du Bloc, mais qui sont maintenus maintenant des collègues de Québec debout, là. Puis hier, les gens faisaient la blague, ils vont rester debout, ils n'auront pas de siège ce soir, là, parce que, tu sais, dans la mesure où, quand ils vont retourner à Ottawa, là, quand on va arriver en 2019, si le Bloc québécois existe toujours, puis le Québec debout existe, là, multiplier les votes entre les deux, là, puis il y en a un qui va aller à gauche, l'autre va aller à droite, inévitablement, ils vont tout perdre le siège. Il n'y a pas de place pour deux partis séparatistes à Ottawa, là. Oui, oubliez ça, là. Donc, on fait une tournée actuellement. D'ailleurs, si les gens, ça les intéresse, peuvent aller voir ça à l'écoute des Québécois.ca. Donc, c'est Andrew Scheer qui nous invite avec Alain Reyes à faire... On part à partir d'une page blanche, nous autres, là, au Québec, pour la 2019. On va avoir des résolutions qui vont être résolument tournées vers le Québec à l'intérieur de notre plateforme électorale pour s'assurer d'inviter tous les gens à venir se joindre à nous autres, puis sortir Trudeau de là. C'est sûr que si vous voulez reprendre le pouvoir, le Québec est très important. C'est inévitable, on est très conscient de ça, puis on veut faire tout en sorte que le Québec soit à l'aise à l'intérieur du Parti conservateur. Il nous reste quelques minutes pour parler de cette journée d'appréciation qui aura lieu le 2 juin prochain. On a fait ça l'année passée à Rivière-du-Loup, on a eu 300 personnes, ça a été une belle journée, on fait la même chose. C'est pas la journée d'appréciation du député, c'est le député qui apprécie ses électeurs. C'est l'inverse. Donc, on fait une journée plein air, là, puis là, en plus, c'est la journée nationale d'activité physique, le 2 juin. On a plus de presque 40 municipalités qui ont signé des résolutions dans le comté pour faire bouger les gens cette journée-là. Alors, on invite tout le monde à venir au Parc Saint-Nicolas le 2 juin, de 11h à 14h. On va avoir des chiens chauds, des hot dogs, là, comme il est bien appelé, évidemment. Là, puis on va avoir plein d'activités, club de course, de vélo, de marche. Écoute, il va y avoir plein de monde qui vont être là. On va faire, comment il y a le pickleball, je pense. En tout cas, il y a des jeux là, de tennis pour les personnes plus de notre âge, là. On va dire ça de même. Mais pourquoi veux-tu? On fait ça parce que c'est important que les gens puissent avoir l'occasion de rencontrer puis de socialiser avec leurs députés. Puis on n'a pas, tu sais, je veux dire, tu l'as dit tantôt, on est des vrais queues de veau, on est partout, on est à nulle part en même temps. Là. Mais je pense que c'est important de prendre un moment puis d'être avec les gens puis de partager une belle journée avec eux autres. Malheureusement, s'il pleut, ça va être annulé. Parce qu'on n'a pas de plan. C'est pas remis. On n'a pas... Non, c'est annulé. Ouais. Mais il va faire beau, la météo, c'est fédéral. Alors, je prends un gros engagement là. OK. Annie? Oui? Annie, son adjointe, Annie Franquin est avec nous. Puis on va avoir de la belle visite le 24 juin. Je vous dis juste ça de même. OK. Annie ne voulait pas le dire, mais là, je ne l'écoute plus. OK. Ça complète notre belle entrevue. C'est toujours aussi plaisant de se rencontrer. On va surveiller de près tout ce qui se passe parce que, bon, le cannabis qui fait son arrivée, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Alors, il y a beaucoup de sujets d'actualité qui sont brûlants d'actualité, c'est le cas de le dire. Alors, merci, Bernard, d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie.